Et bonjour David, Bonjour Sébastien, comment ça va? ça va, écoute, super, Attends, super, très très bien, ouais. on a enregistré un week-end là, tu vas partir au golf juste après nous. C'est ça, T'es plutôt pas mal. ouais, ça va, ça va. Il y a Et t'es pire, au on va dire. soleil, t'es au soleil. Et au soleil du Portugal, exactement, à Et ouais, Lisbonne, on pour va être en précis. parler, le remote, parce que c'est au cœur d'Assess First, boîte que tu as fondée, donc tu es le CIO. Ta Mm. conviction depuis le départ, c'est que le CV ne suffit pas pour prédire la réussite ou non réussite, le non-match, on peut dire, d'un candidat dans une boîte. Question que je te poserai d'ailleurs, est-ce que ça a encore un sens le CV en Mm. 2026? Puisque toi, tu aides les entreprises à évaluer le potentiel réel d'un ou d'une candidate, les soft skills derrière, les capacités cognitives, motivation, maintenant aussi les hard skills, notamment C'est ça. les langues, puisque tout le monde dit qu'il est Mm. notamment bilingue anglais, mais bon, c'est bien de se tester aussi, avec cette question, ce profil qui nous est présenté, dans le contexte donné, a-t-il des chances de réussir? Aujourd'hui, Assess First, c'est 18 millions d'euros d'ARR, donc de revenus Ouais, annualisés. Si on prend le dernier mois multiplié par 12, donc on voit ta croissance, encore 20% des années après la création, 1500 clients, une centaine de collaborateurs, et donc boîte 100% remote effectivement depuis le Covid, très française au départ, mais poussée ouais. maintenant, vraie poussée hors de nos frontières, et t'en es le meilleur exemple. Tu as construit Mm. ça en bootstrap, donc autofinancement pendant Ouais. des années, et puis 2021, tu fais rentrer un fonds, CAPSA, donc il y a une opération de type LBO, Leverage Buyout, tout en gardant la majorité du capital. Et le timing est passionnant évidemment, puisqu'aujourd'hui l'IA est partout, notamment dans la RH, les ressources humaines, explosion les candidatures d'un côté, présélection quasi automatisée, voire totalement automatisée Mm. de l'autre, avec un recrutement qui est évidemment en train de vivre un bouleversement total, mais pas que, puisqu'on l'a bien compris, tu n'es pas que sur l'amont, et aujourd'hui tu vas être sur toute la chaîne de ces RH. Jusque-là, Très bien tout va bien? résumé. Je pas dit de bêtises? Magnifique. Ah non, c'est parfait. Bon, ton parcours, David, tu faisais quoi, toi? Parce que t'es un dinosaure, hein? Tu lances Assess First. En quelle année, rappelle-nous? En 2002, en fait, 30 jours après avoir obtenu mon diplôme de psychologue, voilà, Incroyable. en psychologie quantitative. Je crois que tu es une des plus vieilles, peut-être la plus vieille boîte que j'ai jamais fait. Alors, 2002, c'est pas non plus Mathusalem, hein, mais sur ce podcast, c'est quand même dédié, tu le sais, euh, à, voilà, aux boîtes, on va dire, qui ont 2, 3, 5, 10 ans. Je pense que j'avais jamais fait une boîte qui avait 25 ans, tu vois, dans les pattes. Mais Ouais, ouais. voilà, il y a un début à tout, et grâce à toi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tu es diplômé de psychologie, tu dis de psy, en C'est 2002. ça, en psychologie, ce qu'on appelle la psychologie du travail, mais je me Ouais, suis spécialisé après dans ce qu'on appelle la psychologie quantitative. En gros, ok. si tu veux, c'est la branche de la psychologie qui va chercher à mettre en équation ce qui fait le potentiel humain de manière à pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, pouvoir anticiper la capacité alors des personnes à réussir, mais également leur capacité à être heureuses, engagées dans le job pour lequel les entreprises vont recruter. Parce que recruter une personne qui a la capacité à réussir, bien évidemment, c'est tout l'enjeu d'un recrutement, mais Mm. faire en sorte de recruter des gens qui vont s'épanouir dans le cadre de la boîte, avec son contexte culturel spécifique, c'est également hyper important parce que voilà, tu veux conserver les collaborateurs performants le plus longtemps possible. S'ils partent au bout de 6 mois, ça fait pas sens, quoi. Donc, tu lances la boîte dans la foulée. Ça Ouais, je lance la allait. boîte dans la. Ouais. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est un stage dans un cabinet de recrutement, moi, qui a été un peu décisif. Si tu Ok. veux, première année en psychologie, en gros, je fais un stage dans un hôpital psychiatrique où là, je vois des gens qui parlent à leur brosse à dents toute la journée. Donc très vite, je me suis dit que c'était pas pour moi. Donc je me suis réorienté après vers la psychologie plus du travail justement. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un cabinet de conseil en recrutement à Nancy, donc là où j'avais commencé mes études. Et là, j'ai découvert l'évaluation de la personnalité, des motivations, du talent, du potentiel. Mais sauf que c'était très à l'ancienne, avec des tests en format papier-crayon. Fallait compter les petites croix dans les petites cases, faire les graphiques à la main. Donc, j'ai proposé justement aux dirigeants du cabinet à l'époque de l'informatiser. Bon, au départ, c'était tout bête, hein, c'était sur un Excel à l'aide de macros et autres. Mais très vite, je me suis rendu compte du potentiel, justement, parce que je me suis dit, c'est quand même fou.
T'as des outils qui existent aujourd'hui, mais qui sont souvent des outils faits par des psys pour des psys. Et je me suis dit, bah, il y a vraiment du sens à proposer à un moment donné des solutions peut-être plus accessibles, débarrasser de tout le jargon psychologique, mais qui vont permettre aux gens qui font le recrutement aujourd'hui, qui managent les talents aujourd'hui, justement de pouvoir s'en saisir et de prendre de meilleures décisions, quoi. Donc c'est un petit peu parti de là, en effet. Ouais. Bon, et on salue donc Mathieu Pimor qui nous connecte Ouais. de Linker, puisque Mm. bon, on se connaissait pas, clairement, c'est donc c'est lui qui Ouais, m'a ouais. dit, bah, les gars, parlez-vous, il y a peut-être un truc à faire. Mm. J'ai regardé et j'ai dit oui, t'as raison, il y a carrément un bel épisode à enregistrer avec David. Assessfeur, ça ressemble à quoi au début, si tu te remets un peu dans le bain il y a quasi Ouais. 25 ans, vous étiez très, j'ai compris, centré sur le recrutement, c'est ça? Alors en fait, au tout début, ça ressemble à deux gars dans une pépinière d'entreprise en dessous du pont de la 13 à Saint-Cloud. C'est une boîte que j'ai démarrée à Assessors avec un ami d'enfance, Alexis Teplitki, Ah, qui c'est était les lui bureaux de la plutôt. colline, c'est ça, là? Les Ouais, grandes tours, c'est là? ça exactement. Ouais, 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 ouais. amianté, là, ouais. Ok. Et donc on avait un petit bureau, 9 mètres carrés. On était avec d'autres boîtes. C'était hyper exaltant. Mais alors bon. Il faut se remettre dans le contexte. C'est pas comme maintenant, tu sais, où tout le monde parle justement de start-up, tout le monde parle de tech. À l'époque, je me souviens, pour te donner un exemple, quand on a été voir un banquier, enfin même plusieurs banquiers, pour demander un financement, je sais plus, on demandait 40 000 euros, 50 000 euros, un truc comme ça. Et la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est les gars, réveillez-vous, on est en 2002, l'explosion de la bulle Internet a eu lieu. Si vous voulez démarrer une pizzeria, un kebab, on vous donnera de l'argent, mais en gros, vos conneries d'Internet, on veut plus en entendre parler. Ouais, les dot-com, Donc, c'est terminé, quoi. Ok. c'est terminé. Alors, il y avait ça. Il y avait également le fait que nous, on s'est lancé dès le départ avec cette conviction justement qu'il fallait aller au-delà du CV, creuser davantage ce qu'on appelle les soft skills. Mais en 2002, personne quasiment ne parlait de soft skills. Donc, très compliqué, on va dire, au début de choper les premiers clients. Et qui va te faire Et confiance, alors? pardon. Qui va te faire confiance? Qui va nous faire confiance? Alors au début, on a quand même fait pas mal de prestations de conseils. On faisait du développement, on faisait des prestations d'évaluation, d'assessment externalisées. Et alors la première personne qui nous a fait confiance sur la partie SaaS, c'est un cabinet de conseil en recrutement qui s'appelle AEK Recrutement, Yves Kulik, je me souviens. À l'époque, on vendait les tests à l'unité. J'ai encore l'image du chèque de 86 euros, je sais plus combien de centimes, qui nous avait envoyé pour nous payer 2 crédits pour passer 2 tests de personnalité. Et après, bon, ça c'est un petit peu. Enfin, j'ai envie de dire, j'allais dire, ça s'est enchaîné. Non, ça s'est pas vraiment enchaîné. C'est-à-dire en réalité, on a quand même pas mal galéré. Tu sais, ça a duré pendant 3, 4 ans, 5 ans. Donc, on vendait une licence par-ci, une licence par-là. Et on Donc avait c'est des plutôt petits jobs. l'agence qui fait tourner le Ouais, truc au ouais, début, clairement. quoi. Ouais. Clairement, c'était plutôt l'agence qui faisait tourner. Et vous faites des trucs à côté, tu dis? Vous avez des petits jobs à côté aussi? Ouais, on avait des petits jobs. Moi, à un moment donné, j'ai enchaîné jusqu'à 3 petits jobs plus ou moins alimentaires. Donc, j'ai Wow. fait même l'audit des tests d'un de nos concurrents. Je remplissais les fichiers Excel pour la Fédération des maires des villes moyennes. Je bossais chez Coty Beauty pour faire pareil, je remplissais des bases de données. Donc, j'avais l'ordi pour faire ça. J'avais mon ordi, moi, pour bosser sur Salesforce en parallèle. C'était assez sportif, mais assez exaltant, quoi. J'ai de bons souvenirs du début, ouais. Ouais, ouais. T'as parlé le mot magique, la SaaS, bon, qui va un peu moins bien aujourd'hui avec Ouais. l'IA, mais ça n'existe pas les SaaS à l'époque en France ou Non, ça presque. n'existe pas. Donc Non, ça n'existe pas. Et va expliquer justement à des professionnels des ressources humaines que voilà, on allait héberger leurs données sur un serveur. En plus, à l'époque, ce serveur était physiquement dans notre petit bureau de 9 mètres carrés à Saint-Cloud. Tu sais, c'était un serveur qu'on avait fait construire justement à Montgallet, là, dans le 13e, pour 600 balles, je crois, quelque chose comme ça à l'époque. Donc, Ouais, mais ouais, là, tu c'était parles d'une très. époque, enfin, je sais pas où comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, oui, on allait faire nos ordis chez des Taïwanais, quoi, ou des Ouais, Chinois, c'est je sais ça. pas. Ouais, ok. Exactement. Ça existe encore, ou pas? Ouais, je pense que ça existe encore. Oui, oui, oui. Ok. Après, bon, on s'est adapté. Maintenant, on est chez AWS, bien évidemment. On a des serveurs sur plusieurs continents. Mais voilà. Donc ton million d'ARR, ton premier million, il va arriver quand alors? Le premier million d'ARR, waouh, il est arrivé très tard. Franchement, il est arrivé tard. Ok. Attends, je suis en train de calculer. Je pense qu'il a dû arriver vers 2013, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, Ok, ça marche. À l'époque, ouais, ouais. donc le client, c'est qui là, le client modèle, enfin, le portrait robot, Le client l'ICP modèle, comme on en dit tout cas, maintenant.
Ouais, notre client, alors l'ICP, notre client type, en fait, c'était plutôt le cabinet de conseil en recrutement ou la très grosse PME. C'est vraiment plus tardivement qu'on a réorienté vraiment notre sourcing de clients, on va dire, sur sur les clients grands comptes. Mais au départ, si tu veux, au départ, en fait, pourquoi on a attaqué les cabinets de recrutement? Parce qu'on s'est dit, déjà, c'est beaucoup plus simple d'aller taper directement le dirigeant, la dirigeante. Donc, quand tu cherchais à contacter les DRH, les directrices du recrutement, tu tombais sur les assistants, les assistantes, voilà, qui te mettaient des barrages. Là, c'était plus simple de décrocher ça. En plus, on s'est dit, ils utilisent la solution, eux, au quotidien. C'est leur job d'évaluer les candidats, de les trouver, ensuite de les évaluer. Par ailleurs, ils vont également diffuser les rapports qu'on produit auprès de leurs propres clients grands comptes. Donc, ça va nous permettre de diffuser comme ça un petit peu la marque Assess First et de nous faire connaître auprès d'un public plus large. Quoi. Et avec quelle métrique au début, parce qu'au début c'est des intuitions, après j'imagine que tu as des preuves de concept, donc qu'est-ce que tu vends? Tu dis voilà, toi t'es recruteur, grâce à moi tu vas pouvoir gagner ça, éviter ça. C'est quoi sur quoi tu Alors peux en fait, t'appuyer? ouais, ça a évolué. Si tu veux, au départ, on était dans une approche, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle l'approche descriptive de l'évaluation. C'est-à-dire, en gros, tu fais passer des tests à des candidats, des assessments, donc ils complètent les questionnaires, et derrière, le recruteur, il récupère quoi? Il récupère un rapport avec des insights, des data sur la personnalité du candidat, ses motivations, ses capacités cognitives, mais c'est toujours à lui de prendre la décision, tu vois. En gros, c'est un peu comme s'il avait un autre recruteur à côté de lui qui était jamais fatigué, toujours objectif et qui lui donnait son avis sur le candidat. Mais très vite, on s'est rendu compte que, en fait, il y a énormément de biais qui jouent dans le cadre du recrutement. C'est-à-dire que quand tu vas évaluer un candidat, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 188 biais cognitifs, c'est-à-dire en gros des raccourcis mentaux qui vont jouer dans la façon dont tu vas appréhender l'information, analyser ton candidat, prendre tes décisions. Donc, qu'est-ce qu'on faisait nous? On ramenait de la data en plus de la data que le recruteur, la recruteuse captait lui-même pendant l'entretien. Après, on s'est dit justement, c'était vers 2012-2013, attends, il y a des modèles qui existent, parce que tout le monde parle de l'IA, on a l'impression que ça arrivait avec ChatGPT en novembre, le 30 novembre 2022, mais en fait, non, il y a des gens qui bossent sur l'IA depuis très très longtemps. Donc on a commencé à s'intéresser à tous ces modèles-là, et on s'est dit, on va passer du descriptif au prédictif, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on va être en capacité, à partir de l'analyse d'un candidat, mais aussi à partir de l'analyse du contexte. Donc, on a commencé à proposer des solutions qui permettaient d'écrire des postes, d'écrire les équipes, d'écrire le management en place. Comment, à partir de l'évaluation de ces deux aspects, qui est le candidat, quel est le contexte, comment est-ce qu'on peut anticiper de manière fiable la capacité d'une personne à réussir et être heureuse, épanouie durablement dans le job pour lequel l'entreprise veut recruter. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a permis de faire un gros switch. Là, on a changé de, on a changé. Dis donc, on a introduit l'approche prédictive en 2013, mais après, voilà, tu proposes ça aux recruteurs et les recruteurs ont l'impression que ça vient d'une autre planète. Au départ, la réaction, c'était, attendez, vous voulez nous transformer en presse-bouton, vous voulez prendre les décisions à notre place, on comprend pas. Le recrutement, ça doit rester une activité, c'est l'humain avant tout. En fait, on a dû faire un gros travail d'évangélisation pour justement faire comprendre que l'idée, c'était pas de remplacer les recruteurs, mais au contraire, de les augmenter et de leur permettre non seulement d'avoir des insights complémentaires à ce que eux peuvent percevoir pendant un entretien, mais aussi leur donner un avis, quoi. Leur dire, oui, nous, on pense qu'il faut recruter cette personne-là ou pas. Et je me souviens, c'est un gars incroyable qui s'appelle Fatah Sharef, qui était DRH du BHP Marais à l'époque, qui a été le premier justement à déployer cette solution pour fiabiliser, on va dire, le recrutement de l'ensemble des collaborateurs du BHP à l'époque, quoi. Ah, merci de parler d'évangélisation. Là, j'en peux plus de l'éducation, là, comme si on était prof et nos interlocuteurs des gamins, là, des gamins à l'école. Ça fait plaisir. C'est là où on reconnaît les anciens. Non, je plaisante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller aussi sur d'autres choses. Donc, tout le spectre RH. Donc, onboarding, mobilité interne, Ouais. potentiel, jeune, plus ou moins jeune. Rétention, parce qu'évidemment, attirer les talents, c'est bien, Oui. les garder, c'est mieux. Et donc, comment tu vas et pourquoi tu vas faire cette évolution? En fait, ça, c'est vraiment nos clients, si tu veux, qui nous ont amenés à ça. En fait,
ce qui s'est passé, c'est que bon, on rentrait par la porte du recrutement et très rapidement après, nos clients nous disaient attends, on utilise Assessor pour recruter les nouveaux, les nouvelles, mais on a également des personnes à gérer en interne. Hmm. Il faut qu'on gère ce qu'on appelle la mobilité interne. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs, collaboratrices qui sont à certains jobs à un moment donné, soit ils en ont marre, soit ils ont envie de faire autre chose, ou il y a des jobs qui se libèrent dans l'organisation. Ça fait sens à un moment donné d'utiliser les mêmes critères, en tout cas la même méthodologie pour recruter par exemple en interne que celle que tu recrutes à l'externe, que tu utilises pour recruter à l'externe. Et ensuite, on a aussi certains clients qui nous ont sollicité au départ, je me souviens, c'était sur des problématiques liées à la détection des potentiels en interne. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, eh bien, tu as souvent justement des programmes qui sont réservés à ce qu'on appelle les HIPO, les hauts potentiels. Donc l'objectif étant de se dire, voilà, tu as des personnes qui arrivent, on sent qu'elles ont un petit quelque chose de différent, on sent qu'on peut on peut les mettre sur des tracks, sur des parcours peut-être un peu plus accélérés que les autres pour les faire aboutir plus tard vers les postes les plus stratégiques de l'entreprise. Et donc, et ça, c'est hyper important parce que quand tu recrutes une personne pour, je sais pas, rentrer dans un codir ou pour prendre la direction de telle business unit, voilà, le recrutement est encore plus sensible. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on y a été amené. Et ouais, voilà. Et tout ça, ça coûte une fortune, mais ne pas le faire. Enfin, je parle pas de ta solution, je parle de tout orchestrer. Mais ne pas le faire, ça fait une dette RH que tu payes tôt ou tard et qui te coûte beaucoup plus cher, j'imagine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'un recrutement raté, il est estimé à peu près à entre 40 000 et 50 000 euros par an en moyenne. Après, selon les jobs, ça peut aller beaucoup plus. Tu peux aller jusque 200 000 euros, je crois, par an. Et puis, tu as aussi tout le coût indirect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as tes meilleurs collaborateurs qui se barrent, ou alors une personne qui va arriver, qui va mettre le bazar dans l'équipe, tu as aussi un coût humain, tu as un coût en termes d'engagement, tu as un coût sur le moral des personnes qui restent. Il y a aussi toute la formation, toute l'intégration, le temps que tu as passé avec les équipes justement pour intégrer cette personne et qui est réduit à zéro. Il faut reprendre le process depuis le départ. Donc, ouais, en gros, c'est pour ça nos clients s'en rendent compte d'eux-mêmes. Alors, Assessor, oui, ça a un coût, bien évidemment, mais en gros, si tu évites quelques recrutements ratés, voire même un recrutement raté parfois, c'est tout bénef, quoi. C'est largement rentable. Nos parents restaient toute leur vie dans la même boîte. Nous, Ouais. les 40, 50 ans, 10, 15, 20 ans, tu vois, toi, t'es une vingtaine d'années, mais c'est ta boîte. Moi, j'ai dû faire 17, 18 ans, tu vois, à BFM ensemble, à l'époque. Génération Y, 5-10 ans, c'est très très long pour eux. Mhm. La nouvelle génération, la Gen Z, et puis celle qui va arriver bientôt, l'Alpha, il reste combien de temps maintenant dans une Il boîte, reste dans combien une de seule temps? Ouais, entreprise? c'est intéressant. Il reste, je sais pas, 18 mois, 24 mois grand max, tu vois. Ah ouais, Hmm. non, c'est assez hallucinant, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, justement, c'est le critère qu'on utilisait pour évaluer l'échec d'un recrutement. Tu vois, on se disait, si une personne part au bout de 18 mois, c'est quand même pas terrible. Pourquoi? Parce que 18 mois, c'est le temps qu'il va te falloir pour faire ton ramp-up, arriver parce que tu recrutes une personne, par exemple, tu recrutes un sales, il va pas être à son top au bout de 6 mois. Donc au Généralement, début, voilà. au début, c'est un coût Voilà. pour l'employeur, c'est Au début, c'est un négatif coût. entre guillemets. Ouais. Exactement. Et moins la personne reste longtemps dans la boîte, plus tu as intérêt à ce que ce ramp-up il soit le plus rapide possible, de manière à profiter du temps de présence le plus long possible, où ton collab va être à son plein potentiel, va être au taquet de sa performance, on va dire, quoi. 18 mois, je reviens pas. Ouais. J'aurais dit 2-3 ans. Ouais, Toi, non, tu dis que c'est encore moins que ça, quoi. ouais. Ok. Très clair. Votre modèle, il est celui de l'auto-financement Ouais, pendant sur les 18-20 premières années. oui. Pourquoi, comment? C'est un choix dès le départ? C'est une contrainte? C'est subi? Raconte. Alors, non, ça, c'est pas une contrainte subie. En fait, si tu veux, c'est parti vraiment d'une. Alors, c'était une conviction, c'était une illusion, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, moi, j'avais une peur panique, en fait, de faire rentrer des investisseurs. Je me disais, l'investisseur, c'est le diable. À partir du moment où il va rentrer dans la boîte, on va complètement perdre le contrôle. On ne pourra plus prendre toutes les décisions stratégiques vont être soumises à vote et ainsi de suite. Donc, moi, si tu veux, j'ai créé la boîte, j'ai créé Assessor pour deux raisons. La première, c'est que j'avais cette conviction, en fait, qu'il fallait regarder les candidats plus loin que leur CV, aller au-delà du parcours professionnel, académique, parce qu'en gros, ça ne te dit rien de la capacité d'une personne à réussir, et encore moins dans ton contexte spécifique. Et la seconde,
C'est parce que clairement, je n'avais absolument pas envie de bosser pour qui que ce soit. Alors j'ai peut-être été pas eu les bonnes expériences, mais les quelques expériences que j'ai eues m'ont donné dans les petits jobs et autres, ou dans mes salles, m'ont donné la conviction en fait qu'il fallait que je sois maître de mon destin et que voilà, je crée ma propre structure. Donc l'idée, si tu veux, de prendre des investisseurs. De m'associer à des invests, je me suis dit non, l'argent qui sent le meilleur, c'est pas celui des invests, c'est celui des clients. Et ça, dès le départ, en fait, on a été poussé par la recherche justement voilà, l'idée c'était de créer une boîte rentable from day one. Alors après, bon, au départ rentable en ne se payant pas et en prenant des petits jobs ailleurs, mais il n'y a pas eu une année en fait où on a fait un résultat négatif. Et ça a été vraiment, vraiment une obsession. Après, avec l'arrivée de Capza en 2021, bon, déjà, on était dans une position extrêmement favorable. C'est-à-dire, quand on a fait le LBO, je crois j'avais rencontré 15 fonds d'invest. Il y en a 12 qui étaient OK pour partir avec nous. Donc, on a eu le champ large pour, d'une part, choisir le meilleur partenaire et aussi, voilà, négocier les termes favorables. Mais après, oui, avec Capza, je me suis rendu compte que non, c'est pas forcément l'enfer, au contraire, quoi. Tu peux bénéficier de plein de choses, du réseau de l'invest, mais surtout de son regard un peu stratégique. C'est-à-dire qu'un invest, c'est quoi? C'est une structure qui a accompagné des dizaines, voire des centaines de boîtes un peu comme toi. On a tous tendance à croire qu'on est unique, mais on passe tous par quelque part les mêmes étapes. Ou en tout cas, il y a du sens à bénéficier de l'expérience que d'autres ont eue avant toi. Et ça, c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de temps à le comprendre, mais ouais. Ils ont vu le film, ils ont vu pas mal d'erreurs dans leur portefeuille, ils vont t'éviter de prendre les mauvais chemins, quoi. Exactement, ouais. Ou même parfois te pousser à prendre des décisions que tu n'aurais pas forcément prises, tu vois. Par exemple, je me souviens, c'était en 2022, on a mis un coup d'accélérateur justement sur notre développement. Alors, on n'a pas doublé, mais quasiment en un an en termes de collab. Donc, bon, tu creuses un peu sur la rentable, même si on était resté rentable, et pour derrière aller chercher encore plus de croissance, encore plus de résultats. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose. Ouais, c'était pas forcément le move naturel, en tout cas le premier auquel on aurait pensé, quoi. Mais Bon. Tu sais que sur T45, on a des nouveaux auditeurs toutes les semaines, et on les salue, on les embrasse. Ils te suivent sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube aussi depuis peu. Donc voilà, on vous embrasse. Première observation. Deuxième question, mais une double question même. C'est quoi un LBO? Le LBO pour les nuls, c'est quoi? Et deux, qu'est-ce que ça change pour toi, quoi? en fait, nous pourquoi on a choisi de faire un LBO? Parce qu'à un moment donné, donc c'était, je sais plus, à partir de 2019, je crois, mon associé historique, donc Alexis, me dit, écoute David, voilà, j'ai passé 18 ans absolument formidables, mais maintenant j'ai d'autres aspirations, je souhaite aller faire autre chose, quoi. Prendre une autre C'est la vraie direction. histoire ou ça a été plus musclé là? Non, ça a été la vraie histoire. Alors après, il y a la façon dont moi je l'ai vécu. Je vais te raconter juste après. Mais si tu veux, donc au départ, moi je me souviens, j'avais dit à Alexis, parce que moi, tu sais, j'étais pas du tout dans la finance. Moi, j'ai toujours été le gars du produit, le gars market, un peu sales, mais pas vraiment dans la finance. Donc au départ, je savais pas moi combien coûtait Assesseur, enfin quelle était la valeur d'Assesseur. Donc je lui dis, bah écoute, pas de problème, moi je vais te racheter tes parts. Ou pire, tu vois, je fais un petit emprunt à la banque. Il me dit non mais attends David, la boîte elle vaut un peu d'oseille quoi maintenant, tu vois. Et donc on a pris. Parce qu'à l'époque, tu fais combien d'ARR? 5, 10? On faisait 5 millions à peu près d'ARR. Donc on a bossé avec une banque d'affaires, avec Clipperton, qui sont incroyables. Et donc justement, ça vaut déjà des dizaines de millions d'euros, quoi. Ouais, oui, plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Donc si bien évidemment, la moitié de la boîte, vous étiez à 50-50? On était à 50-50, exactement. Oui, donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes un paquet de fric que t'as pas, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, voilà, on va trouver un autre partenaire. Et donc, il m'a dit, écoute, c'est comme prendre un autre associé, c'est trouver un associé, en fait, qui me remplace. Sauf que cet associé sera un peu plus dormant ou pas, en fonction, tu as des fonds qui sont plus ou moins interventionnistes. Et donc voilà, quoi. Donc, ça a permis à Alexis de faire son exit. Et puis moi, ça m'a permis de continuer, en fait, parce que j'avais toujours ce feu sacré, cette envie, cette impression que l'histoire n'était pas terminée, en fait. Et justement, le deal, j'imagine qu'ils sont là pour faire des petits, hein, ils ont les investisseurs, donc ils sont là pour faire du x3, x5, x10. C'est quoi le deal entre eux et toi? Et sur combien de temps? Sur quelle durée? Le deal, généralement, alors, comment dire, t'as des clauses de rendez-vous, on va dire, à 4 ans, 5 ans, après à 7 ans, il y a un autre truc qui se déclenche. Mais en gros,
Généralement, l'horizon, c'est à peu près 5 ans, quoi, on va dire. Ah, donc là, on y arrive alors. Donc là, tu Là, es on y déjà en arrive, discussion avec voilà. les prochains fonds, là, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, Ok, on rentre en discussion, là, en ce moment. Ouais. ok, Ouais, ouais. ok, intéressant. Bon, bah, il y en a qui vont t'appeler suite à ce podcast-là. D'autres appels. Mm. Intéressant. Donc toi, tu es quand même majoritaire dans ta boîte. J'imagine que tu as fait un peu de cash out, donc tu vis bien. On va y venir tout Ouais, à l'heure avec le remote. Cash out, ça veut dire effectivement, c'est pas une levée de fonds, tu vends des actions existantes c'est pour, ça. bah, voilà, sur le plan patrimonial, etc., t'acheter une maison, une deuxième maison, faire ce que tu veux. Euh, donc la boîte, elle a changé de taille. Vous êtes allé aussi maintenant sur d'être loin du SMB, etc., des petites et moyennes valeurs. Ouais. Vous allez taper des grosses boîtes qui ont 1000, 2000, des milliers d'employés, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. L'objectif maintenant, si tu veux, on a réorienté il y a quelques années déjà sur les grands comptes. Pourquoi? Parce que les grands comptes, déjà, tu as plus de professionnels RH, c'est-à-dire tu Mhm. as plus de recruteurs équipés, tu as plus de talent managers. Ce sont des boîtes aussi qui sont, contrairement aux très petites boîtes qui vont pas forcément des fois faire toujours de la gestion des talents ou en tout cas qui vont pas, tu vois, approfondir de trop. Là, il y a une vraie volonté justement d'accompagner le développement des collaborateurs, et d'optimiser le management et autres. Donc, du coup, bah, on accompagne sur plus du cycle de vie du collaborateur dans l'entreprise. Et également, ce sont souvent des groupes qui sont installés à l'international. Donc, tu as d'une part une expansion au niveau du produit et expansion géographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, alors je ne vais pas dire que c'était pas notre ambition, notre volonté d'aller à l'international, mais on avait quand même beaucoup à faire déjà sur le marché français. Et à un moment donné, tu as des clients qui te disent, voilà, on a des filiales en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, à Hong Kong. Et donc, comment nous, on accompagne justement ces clients-là. Et donc, c'était hyper intéressant parce que, notamment dans notre domaine, tu sais, c'est pas un produit, comment dire, c'est un produit où tu as quand même. Alors, d'un côté, c'est un produit assez universel, c'est-à-dire que les modèles d'évaluation de la personnalité sont bien connus, sont les mêmes. Tu as les mêmes frameworks partout dans le monde. Maintenant, la manière d'évaluer la personnalité, par exemple, au Japon, en France, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud, et encore en fonction des pays, en fait, elle peut quand même varier pas mal. Donc, on a été obligé de travailler sur l'adaptation culturelle. Enfin, c'est des projets qui étaient assez passionnants, quoi. Parce que t'es dans tous ces pays-là. Ouais, là, aujourd'hui, on a des clients dans 40 pays, dans un Ok. peu plus de 40 pays, 43 pays, je crois. Mais aujourd'hui, on a des candidats qui se connectent depuis plus de 120 pays. Donc, Ouais. avec, je T'es crois qu'on partout, a ouais. une quarantaine de langues, 41 langues qui sont disponibles sur la solution. Ouais. Bon, tu fais donc 18 millions d'euros d'ARR, c'est ça? C'est ça, Et toujours en forte croissance, ça veut dire croissance à 2 chiffres chaque année là. c'est ça, c'est ça. Ok. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que, et c'est à la fois le challenge et toute la beauté de l'exercice, c'est que plus tu fais d'ARR, plus les 20% à aller chercher, quelque part, te demandent un effort important. Et le truc, c'est que là, on arrive à un stade où on a quand même conquis pas mal de boîtes sur le marché français. Donc, l'international, maintenant, c'est une nécessité, en fait. C'est une Et d'avoir un nécessité en fonds même temps. derrière toi, ça t'aide, j'imagine, parce que toi, tu as vu pendant 10-15 ans des HR Tech, les années, je me rappelle, 2015-2020, financés par les fonds VC, et toi, bah, Ouais, tu étais là, loin derrière, quoi. Là, ouais, maintenant, ouais, tu exactement. Ouais. as peut-être plus de moyens, forcément. Oui, oui, forcément, ouais. Mm. Bon, ok. Le CV, tu dirais... Après, Vas-y, vas-y, enfin, je t'en prie. non, je disais après, il y a le modèle dans lequel on est, tu sais, enfin, dont tu as commencé à parler, le full remote, et qui nous aide. Enfin, on va peut-être en reparler, mais dans le cadre de l'expansion internationale, pour moi, enfin, en tout cas, ça constitue un vrai levier, quoi. Bah allons-y, on reparlera de l'IA et du CV dans un instant. Le full remote que tu as adopté depuis 2020 avec d'autres, mais Ouais, la plupart ils sont revenus. Toi, tu as accéléré là-dessus et vous êtes maintenant effectivement full remote, c'est-à-dire qu'on c'est travaille ça. d'où on veut et la majorité qui était peut-être parisienne il y a quelques années, maintenant ils sont, je sais plus, 2-3, enfin, c'est ridicule. Ouais, ouais, c'était la totalité des personnes avec lesquelles on bossait, donc qui étaient à Paris. On était 55 à l'époque, en 2020. Ouais, c'est ça, on était 55 en 2020. Donc aujourd'hui, on est une centaine de personnes. Donc tout le monde était à Paris. Il reste 3 personnes à Paris désormais, et Hmm. tout le monde a déménagé. Alors que ce soit, tu as pas mal de gens qui sont partis à Marseille, à Bordeaux. Il y a tout un groupe à Lille. Il y a des gens à Strasbourg. Il y a des gens en Bretagne. Il y a des gens qui sont partis en Espagne, en Italie, en Angleterre et au Portugal également. Et ouais. Oui, les Parisiens, là, tu leur demandes de déménager, généralement, les boîtes grossissent, donc il faut chercher plus grand. Toi, c'est le contraire, c'est tu leur trouves des beaux
avec 5, 4, 3 postes, et puis le dernier, il coupe la lumière, quoi. Ouais, on a même plus de bureau. En fait, on a laissé tomber nos bureaux en 2020. Je me souviens, Wow, ok. on a pris la décision de passer en full remote en Comex, c'était en juin 2020. Je crois que c'était fin juin ou tout début juillet. On, on fait un All Hands meeting et je me souviens, tu sais, j'avais fait une presse sur voilà l'histoire du travail, l'ère industrielle, l'ère des services, l'ère Internet. Et à la fin, je leur dis, dernier slide, t'as la Terre qui arrive comme ça en gros sur l'écran. Et je leur dis, voilà, ça c'est votre bureau à partir de septembre. Et je leur dis, on va dropper le bureau. Maintenant, bah, chacun peut partir bosser ou d'où il veut et on va devenir la boîte full remote qui va bah, donner l'exemple justement au reste des boîtes. Et puis on C'est quoi va, le on va setup fonctionner comme ça, de quoi. celle ou celui qui a le truc le plus dingo chez vous, là? En termes de setup physique pour bosser, tu veux dire? Ouais, Enfin, ouais, ouais, où tu te dis dans un endroit pas possible, ouais, tu hein. sais, t'as des gens, ça fait 5 ans, donc t'en as qui sont équipés, ils ont des bureaux, tu sais, les bureaux qui montent, qui descendent, avec 3 écrans, le tapis de marche, les caméras, les trucs. Enfin, t'as l'impression Ah d'être oui, dans un parce que studio tu de leur files un podcast peu de des fois, pognon, quoi. j'espère, toutes les économies de loyer que tu fais, là. Ouais, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, ce qu'on a fait, en fait, c'est que quand on a pris cette décision de passer en full remote, on s'est posé la question. On s'est dit, attends, c'est très sympa pour les gens qui ont la résidence secondaire avec la piscine dans le sud de la France, mais peut-être que tout le monde ne vit pas dans ces conditions-là. Donc, on a mené une enquête en interne. Je me souviens, on avait envoyé un Typeform. On a demandé aux gens, voilà, dans quel type d'appart est-ce que vous bossez? Est-ce que vous avez une table? Est-ce que vous avez une chaise ergonomique? Est-ce que vous avez un écran externe ou pas? Et on a pris la décision, bah, justement, de consacrer une grande partie de l'argent qu'on économisait, de le mettre justement dans l'équipement des collabs, de façon à ce que tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que, alors, au départ, tu sais, t'as la lune de miel, la période de lune de miel avec le remote, tu ne vois que les aspects positifs. Tu dis, waouh, c'est génial, je peux me lever 1 heure plus tard, je peux m'organiser comme je veux. Alors déjà, il faut s'organiser, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir tous les process, documenter toute la connaissance de l'entreprise, passer d'une culture orale à une culture écrite. Ça prend quand même un peu de temps, mais franchement, je crois qu'en 2 mois, on avait plié le truc, tu vois. En fait, tout le monde s'y est mis vraiment à fond. Mais après, une fois cette lune de miel passée, tu as quand même putain, les gens me manquent quand même, tu vois. C'est quand même pas mal de se voir en vrai, de bénéficier de l'énergie des uns des autres. Donc très rapidement, on a décidé de mettre en place justement bah, des moments où on pouvait se retrouver. Donc on a mis en place, au départ, c'était un gros team building par an où on emmenait pendant 4 jours les gens, soit à l'étranger, soit dans un coin sympa en France. Ensuite, on a fait 2 team building par an. Ensuite, on a ajouté justement bah, d'autres. On a toujours maintenant 2 gros team building par an. D'ailleurs, les derniers sont passés. Bah, le dernier, c'était il y a 3 semaines chez moi là, à Lisbonne et celui d'avant à Rome. Mais on a également des plus petits rencontres. Par exemple, je ne sais pas si tu as l'équipe Science, Tech, Product, les 3 équipes qui ont besoin de se réunir pendant 2 jours pour pouvoir traiter des problématiques particulières, bosser sur les nouvelles innovations ou d'autres, ou quoi, bah, ils ont la possibilité justement de prendre un budget et puis de s'organiser ça. Et on a aussi mis en place des abonnements euh, à des coworking. Tu sais, en gros, chacun peut réserver, quand il le souhaite, des cowork. Donc, tu as des gens qui l'utilisent, tu as des gens qui l'utilisent pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on met à disposition. Parce qu'on T'en as dit qui sont, toujours, le remote, c'est pas une assignation à résidence. C'est important, quoi. ouais. T'en as qui sont au milieu de nulle part ou pas? Ouais, ouais, ouais. On a notre CPO, par exemple, qui est installé dans une maison tout en haut de la montagne à côté de Grenoble. T'as le gars qui s'occupe de la QA chez nous, Christophe, qui vit dans un corps de ferme perdu au fin fond, pas de la Bretagne, ah, mince, David, à côté de la La Corse? Bretagne, le département à côté. Ah, la Normandie, La Normandie, pardon. Je sais pas ok, pourquoi ok. ça m'échappe. Voilà. Donc, Mais ils ont donc t'as la des fibre trucs et comme tout quand ça. même, eux, ouais. Pardon? Ils ont la fibre, ils sont bien connectés, ouais. Alors, non, ils sont avec Starlink. Ils utilisent Starlink. D'accord. Et tu as Ok, ok. également, à côté de ça, tu as par exemple Alexis, qui est une lead tech chez nous, qui vit entre la Thaïlande et la Réunion, tu vois. Donc, bon, après, il faut s'organiser, il faut apprendre à travailler en asynchrone pour les personnes qui sont un peu plus loin. Mais ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne. Avec les bons rituels, avec les bons outils de suivi, ça fonctionne, Tu sais quoi. qu'il y a plein d'entrepreneurs qui t'écoutent là et qui se disent mais c'est un kamikaze ce mec, il est fou.
Et eux, ils détestent même 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, quoi. Bon, Ouais. et on les salue quand même. Le CV, tu penses qu'il est mort là à l'heure de l'IA? Comment tu vois les choses là? Le CV, alors ça fait des années qu'on parle de la mort du CV, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la donne, elle a changé. C'est-à-dire, on vit dans un monde dominé par l'IA où tes candidats, tu peux générer 15 CV en 3 secondes. Tu peux mettre la job description, donc l'offre d'emploi. Tu mets ton CV, tu vas demander à l'IA de te l'adapter pour vraiment coller par rapport à cette offre d'emploi. Tu peux postuler à 100, 200 offres d'emploi en un clic. Donc, en tout cas, je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est clairement plus suffisant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même au-delà de tout ça, les informations que tu as dans un CV, c'est quoi? Ça va être des informations sur le parcours académique des personnes, c'est-à-dire le type d'école qu'ils ont fait, le type de diplôme qu'ils ont eu, sur le parcours professionnel, par quel type de boîte je suis passé, quel type de job j'ai effectué, quels sont les résultats que j'ai obtenus. Tout ça, ça prédit entre 3 et 5% de la différence que tu observeras ensuite entre les meilleurs et les moins bons dans une entreprise, de 3 à 5%. Si tu prends en compte qui sont réellement les individus, c'est-à-dire leur capacité cognitive, c'est-à-dire à quelle vitesse ils vont penser, est-ce qu'ils sont capables de gérer de la complexité, est-ce qu'ils sont capables d'apprendre rapidement ou pas. Tu prends en compte également les motivations, c'est-à-dire à quoi je fonctionne, quelles sont les situations qui vont avoir un impact positif sur mon engagement ou pas, plus la personnalité, c'est-à-dire en gros, quelles sont mes manières naturelles de réagir à différents types de situations, que ce soit mes réactions émotionnelles, mes réactions dans mes relations aux autres, mes réactions dans ma façon d'aborder mon travail. Tu vas pouvoir anticiper entre 50 et 60% de la capacité des gens à réussir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2026, si tu ne prends pas en compte justement ces éléments, bah, tu vas prédire simplement 3 à 5%. Alors que sinon, 50 à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es 10 fois plus prédictif, jusqu'à 10 fois plus prédictif, en prenant en compte qui sont réellement les gens. Et au fond, ça fait sens. Et ça fait d'autant plus sens dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, justement, encore une fois, dominée par l'IA. L'IA a complètement transformé notre rapport au travail, la notion même de travail. Des gens qui étaient très scolaires, très bons pour faire de l'analyse, de la synthèse, cruncher de la data. Aujourd'hui, tout ça, tu peux le faire avec l'IA. Tu ne seras jamais aussi performant, aussi pertinent qu'une IA pour faire ça. Par contre, il y a aujourd'hui des activités, des tâches qu'une IA ne remplace pas, en tout cas pas encore, et je pense pour un certain moment. C'est toutes ces activités qui nécessitent justement de faire appel à ton humanité. Comment est-ce que tu vas transmettre une vision, convaincre les autres? Comment est-ce que tu connectes émotionnellement avec tes interlocuteurs? Comment est-ce que tu crées une relation de qualité? Tous ces éléments-là prennent leur origine, s'originent dans qui sont les gens, en fait. C'est exactement ça. Donc, si tu veux, moi, ma conviction, c'est qu'on va dans un monde, on est déjà dans un monde, et on va de plus en plus être dans un monde où ce qui va permettre aux gens de créer une vraie différence, ça n'est même pas leur intelligence, ça n'est même pas mais c'est véritablement leur capacité à faire levier en utilisant justement pleinement leurs soft skills et leur humanité. Toi, tu es les recruteurs là, à distinguer aussi, et à nettoyer tout ce bruit, parce que sur une candidature, enfin, ouais, un poste ouvert, ils recevaient quelques dizaines, 100 candidatures. C'est combien maintenant? Maintenant, je sais pas, c'est pas délirant de recevoir entre 200 et 300 candidatures. Chez Assessors, par exemple, je te donne un exemple parce que là, on a plusieurs postes qui sont ouverts. On recrute, je sais pas, un account manager, bam, tu as 800 candidatures. Tu recrutes un BDR, tu vas en avoir entre 900 et 1200. Donc, comment est-ce que justement, c'est BDR, une très c'est bonne question. avant vente, ouais. Ouais, c'est ça. Business developers, ce sont les personnes en fait qui sont chargées d'aller chercher en fait des leads, donc Ok. identifier des Des clients prospects. potentiels. Ok. Des prospects, exactement, exactement. Et donc, c'est intéressant parce que ça, justement, c'est ce qui nous a amené à développer justement d'autres solutions. Tout le monde parle des agents IA. Par exemple, on a développé un agent qui s'appelle Scan. Et l'objectif maintenant, c'est d'automatiser à 100% ce qu'on appelle la préqualification. Tu sais, Attends, il s'appelle normalement, ça se comment? passe Scam? Scan. Scan. Ok, ça Scan. me fait peur. Ouais. Attends, c'est horrible. Pas avec C'est-à-dire un que M, hein, avec un N. ton agent, oui, oui, scan. Il va scanner justement les premiers candidats. Ça veut dire qu'il va faire le C'est tri ça. et potentiellement il va en éliminer 90%. Ouais, au moins 90%. En fait, tout dépend bien évidemment en fonction du nombre de candidatures que tu reçois, mais en gros, ça se passe comment normalement un recrutement?
Le recruteur, la recruteuse va mettre son offre d'emploi en ligne. Tu as des candidats qui vont cliquer, qui vont envoyer leur candidature. Tu récupères des CV côté entreprise et ensuite tu fais un premier tri à la main et ensuite tu tapes d'appeler tous les candidats, toutes les candidates. Donc en moyenne, ça va te prendre 20 minutes, le temps de trouver le numéro de la personne. Bon, tu l'as sur le CV, tu l'appelles, tu tombes sur le répondeur. Ensuite, tu as la personne, tu te mets d'accord pour avoir un rendez-vous. La personne ne peut pas, il faut replanifier un nouvel entretien. Ouais. C'est un bazar. Et en fait, là, tout ça, c'est automatisé. C'est-à-dire, tes candidats, tu uploads ton CV, on va le rapprocher automatiquement de l'offre d'emploi. À partir de ça, déjà, on va scorer, on va faire un smart scoring, un scoring intelligent du CV. Ensuite, on va repérer quels sont les écarts. On va appeler le candidat automatiquement. Donc, c'est une IA, c'est un agent qui va dire, OK, salut, c'est Emma, je suis l'agent recruteur d'Assesseur. Je vous appelle pour le compte de telle boîte. Vous avez postulé. J'ai 3-4 questions à vous poser. Est-ce que vous avez 10 minutes devant vous? Oui. Si c'est oui, on y va. Ça fait l'entretien. Ça va te poser des questions pour valider des critères assez basiques, comme la disponibilité, la loi disponibilité, mobilité géographique, le range de salaire auquel tu prétends, ce genre de choses. Basique. Et tu peux tester le niveau d'anglais aussi assez rapidement. Hein. Ouais, tu peux tester. Alors après, si tu as les critères basiques qui sont validés, on fait progresser le candidat dans le funnel, dans le tunnel, on va dire, de conversion. Là, je pense à tous ceux qui ont postulé récemment. S'ils sont même pas rappelés par ton IA, ça veut dire qu'ils n'ont pas passé le premier filtre. Comment tu garantis, là, c'est quand même flippant, une bonne expérience candidat et de se dire, mais dans quel monde on vit, quoi. Je peux même plus échanger avec quelqu'un, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Alors, un point qui est fondamental pour nous, et on a toujours été, mais littéralement, obsédé par la qualité de l'expérience candidat. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes du process, tu vas, en tant que candidat, recevoir un feedback complet. Alors, au début, ça peut être justement sur ces critères pour t'expliquer, te dire, écoute, toi, tu veux un salaire entre, 50 et 60. Aujourd'hui, le budget qu'on a, c'est 35. Donc voilà, c'est pas possible pour cette raison-là. Mais au moins, tu sais exactement pour la raison pour laquelle tu n'as pas été sélectionné. Si jamais c'est sur d'autres critères, que ce soit au niveau des hard skills, que ce soit sur la maîtrise des langues, que ce soit même sur des critères liés au profil de la personne, à ses talents naturels, on va lui expliquer, lui dire, écoute, voilà, nous on recrute un job pour lequel t'as pas forcément d'opportunité d'échanger tout le temps avec les autres. Tu travailles plutôt très en autonomie, alors que toi, tu es quand même très, très orienté sur le travail en équipe, la collaboration, l'échange. Tu as envie de nourrir des relations authentiques avec les autres. Donc, oui, bien évidemment, on pourrait te faire progresser. Mais quel est l'intérêt de se retrouver dans un job, au final, dans lequel, à terme, oui, bien sûr, tu vas pouvoir te forcer. Mais à terme, en gros, tu seras ni performant, ni heureux dans le job. Donc, du coup, ce qui est véritablement important, à mon sens, c'est justement de pouvoir offrir un feedback et un feedback argumenté aux candidats à toutes les étapes. Mais est-ce que demander autrement, il y a quand même des trucs qui te font peur dans l'IA appliquée au recrutement, que tu vois dans tes possibilités, dans ce que te demandent tes clients entreprises, ou dans ce que tu vois chez les concurrents? Oui, bien sûr. Il y a des choses. En fait, si tu veux, l'IA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est un amplificateur. Alors, tu peux amplifier de bonnes pratiques. Tu peux amplifier également de mauvaises pratiques. Il y a ce cas qu'on cite souvent d'Amazon, c'était en 2015, qui avait lancé une IA justement pour présélectionner les candidats uniquement sur la base du CV. Comment est-ce qu'ils avaient entraîné leur IA? En gros, ils avaient pris tous les CV qu'ils avaient reçus sur les 10 dernières années et ils se sont dit, on va regarder les gens qu'on a sélectionnés, qui sont performants dans la boîte, et on va tout simplement définir un modèle et réappliquer ce modèle sur les prochains. Résultat des courses, ils ont créé une IA qui écartait systématiquement le profil de toutes les femmes qui postulaient, ou en tout cas 95% d'entre elles. Pourquoi? Parce que, en fait, ils avaient eux-mêmes recruté uniquement des mecs qui sortaient, qui avaient 25, 26 balais et qui sortaient des meilleures écoles d'ingénieurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est pas l'IA le problème. C'est l'amplification d'une méthode, d'une démarche qui était elle-même déjà biaisée à la base. Et quand tu sais justement que dans le CV, tu as énormément d'informations qui peuvent potentiellement t'amener à prendre des choix qui sont pas toujours équitables, des décisions qui sont pas toujours équitables, ça doit questionner. Et donc, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus alors? Comment? Dans cette révolution, à l'inverse, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? Ce qui m'enthousiasme le plus, justement, pour moi, c'est vraiment le fait de se dire, aujourd'hui, on a les moyens de comprendre
qui sont réellement les individus. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je vois vraiment les gens comme... Alors, moi, si tu me demandes, tu vois, mon avis profond sur le sujet, je te dirais, on est tous libres de nos actes, on a la capacité à se transformer, on a la capacité à faire des choses tous incroyables, véritablement. Je suis fondamentalement convaincu de ça. Mais quand même, on peut pas réfuter le fait que on est quand même, en fonction du point où on part, des premières étapes de notre parcours académique et même pro, on est quand même mis sur une direction, tu vois, sur une trajectoire. Et le fait de se dire, grâce à ces technologies, on a la capacité à infléchir cette trajectoire et de se dire, peut-être que cette candidate ou ce candidat qui n'a pas fait la bonne école, mais waouh, quelle capacité de raisonnement hors du commun, peut-être que ça vaut le coup de l'avoir, en fait, quoi. Allez, on termine. Vraiment, en quelques mots, question rafale, ton meilleur souvenir chez Assess First, David, tu dirais que c'est quoi? Mon meilleur souvenir, c'est quand on a remporté le contrat avec Mythic, donc le géant de la rencontre en ligne. C'était peut-être 3-4 ans après avoir lancé Assess First. Il nous restait 136 euros sur le compte en banque. On se posait la question de est-ce qu'on allait fermer la boutique, est-ce qu'il n'était pas le moment de refermer le parapluie, quoi. Et on est tombé sur un appel d'offres. En fait, on a été appelé par Cécile Moulard, directrice marketing Europe de Mythic Affinity à l'époque, qui nous dit, OK, j'ai lu des articles que vous avez écrits, on aime bien, on aimerait que vous postuliez. Et je sais pas, peut-être 3 semaines après, on a remporté. On est passé de 136 euros à quasiment 300 000 euros sur le compte. Donc, ouais, ça a été beau. Le moins bon? Bah, le moins bon, c'est l'histoire des 136 euros, quand on s'est rendu compte que, justement, il y avait plus de sous pour continuer, en fait. Ta plus grosse erreur à date, c'est quoi là? Ma plus grosse erreur, je pense, c'est quand on a voulu lancer une fonctionnalité qui s'appelle le sourcing. C'est-à-dire, tu sais, on a des milliers de candidats en base de données. En gros, chaque client va évaluer des candidats, mais aussi des collaborateurs en interne. On s'est dit, ça serait intéressant de mutualiser cette base de données entre tous nos clients pour leur permettre d'aller sourcer directement les candidats avant même, en gros, qu'ils n'aillent chasser du candidat à l'extérieur. Et là, tu te retrouves avec des grands comptes qui t'appellent en te disant, attendez, je vous paye pas pour ouvrir ma base de données à mes concurrents. Donc, bon, il y a eu une petite erreur d'opérationnalisation, on va dire là. Une personne que je dois inviter après toi? Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais, une seule. ouais, pour moi, je dirais Alex Bouaziz, qui a Ah, il est déjà fondé venu, Deal. le deal. Il est déjà venu, merde. Ouais, il y a longtemps, il y a longtemps. Eleanor Crespo, peut-être, de Pigment. Je trouve qu'elle a fait un truc Pareil, incroyable. pareil. Elle a T'es démarré pas, sa boîte il faut en que tu même lui temps donnes la qu'Alex, je crois. sidu. Ouais, je crois que c'était en 2019 et ouais. elle a l'expansion US, c'est devenu une vraie figure au Troisième niveau chance européen, au niveau pour toi, David. les fondatrices de Skello, c'est Kitri et Emmanuel. Je Bien trouve que vu. c'est une belle boîte. Elles sont venues, elles ou pas? Non, toujours pas. Eh ben voilà. Merci à toi, David. Bah, longue vie à Assess First alors. Et puis, ça va encore bouger sur le plan capitalistique alors. Donc, en 2026, il y aura du nouveau. Ben, un grand Merci à merci, Seb, toi. pour ton invitation en tout cas. À très vite.